Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition de Commérage. Je suis entourée de mes girls préférées. Salut. Bonjour à tous. Coucou les filles. Alors déjà j'espère que notre émission sur les projets TUT vous aura un petit peu éclairé sur le sujet. Et on espère aussi que nous avoir rencontrés au forum des projets vous a donné envie d'intégrer Commoner. La meilleure radio. Ouais, la meilleure radio. En tout cas, on est super ravis de vous avoir rencontrés. On était hyper contentes. Du coup, pendant cette bourse au projet, vous avez pu jouer pour tenter de gagner la carte cadeau, la fameuse carte cadeau de 15 € à la Fnac. Et les gagnants sont... Alors, ce sont des gagnantes puisque c'est Emeraude et Camélia. Donc, je sens qu'elles vont être hyper contentes. Moi, j'espère que les filles, vous allez écouter l'émission parce que sinon, vous ne saurez jamais que vous avez gagné. Et on gardera les cartes cadeaux. Exactement. Donc voilà, c'est reparti pour une nouvelle émission avec nos coups de cœur, avec la rubrique sport, la rubrique culture, la rubrique nerd, l'anglais by Caroline et pour finir l'horoscope qui cette semaine sera sur les séries Netflix. Voilà, ouais, un petit peu pour donner Comme ça, ils vont direct à l'horoscope. le timecode et la description. Voilà. Bon bah du coup on commence tout de suite la rubrique sport avec Morgane. On va commencer avec du football et la Ligue 1 puisque les hommes de Christophe Galtier, à savoir le LOSC, vont affronter les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 11e journée du championnat. Le match aura lieu le samedi 26 octobre dès 17h30 au stade Pierre-Mauroy et le tarif étudiant pour ce match est de 11,25 €. Toujours dans le football, mais cette fois-ci avec un autre championnat puisqu'on va parler de la Ligue 2 et la date du lundi 28 octobre à partir de 20h45 où l'équipe de Valenciennes va accueillir l'équipe du Havre dans son stade du Hainaut. Ce match compte pour la 12e journée du championnat et dès 5 €, les étudiants peuvent assister à ce match. Dernier match de football et on va parler de foot féminin puisque le samedi 2 novembre, les joueuses du LOSC vont affronter une autre équipe des Hauts-de-France, à savoir Amiens. Alors, pas de tarif étudiant puisque le match est totalement gratuit. Rendez-vous dans les gradins du stadium dès 18h pour assister à ce derby et encourager nos Lilloises. On va passer avec du volley et le vendredi 1er novembre puisque le TLM, donc le Tourcoing Lille Métropole, va affronter Nice pour la 5e journée de la Liga. N'hésitez pas à découvrir cette équipe du TLM au complexe sportif Léo Lagrange à Tourcoing dès 20h avec un tarif étudiant de 5 €. On va enchaîner avec du handball puisque l'équipe de Dunkerque Handball Grand Littoral va accueillir l'équipe de Chartres pour la 8e journée de la Lidl Start League. Le match se déroule le mercredi 6 novembre à 20h15 au Stade des Flandres, évidemment à Dunkerque. Pour 6,50 €, vous pouvez avoir une place dans les tribunes pour acclamer cette équipe dunkerquoise. Pour finir sur cette chronique sport, je vais vous parler d'un sport dont je n'ai jamais parlé, à savoir le hockey. Puisque le mardi 29 octobre, les Gothiques d'Amiens vont affronter encore une fois l'équipe de Nice, mais pour la 15e journée du championnat, à savoir la Ligue Magnus. Évidemment, le match a lieu à Amiens, dès 20h15 et dans son Coliseum. Pour 11,80 €, les étudiants et les étudiantes peuvent découvrir l'ambiance d'un match de hockey. Eh bien merci pour tous les amoureux du sport. Vous pouvez retrouver toutes les informations de la rubrique sport dans notre barre d'infos, juste en dessous de notre vidéo. On va passer tout de suite au point culture de Violette. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'exposition Picasso Illustrateur qui se tient au MUBA du samedi 19 octobre, donc samedi dernier, jusqu'au 13 janvier 2020. Est-ce que vous en avez entendu parler autour de cette table ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, Alors moi j'ai vu les affiches partout dans Tourcoing. Il y a des affiches partout dans Tourcoing. On voit mal. Ils ont explosé le budget Kakemono. Bref. Donc du coup, cette exposition s'intéresse à une facette de l'artiste qu'on ne connaît pas nécessairement et du coup ça retrace la relation que Picasso en fait entretenait avec la littérature. Donc l'exposition s'ouvre sur une constellation de portraits d'artistes et d'auteurs et aussi d'autrices avec lesquels il a collaboré pour faire les illustrations.
C'est une expo qui est chronologique, c'est-à-dire que ça permet de voir l'évolution du style de l'artiste, où on part d'un style qui est très réaliste, un style qui est un peu plus figuratif et plus cubiste, celui qu'on connaît le mieux. Mais ça retrace aussi justement ce lien qu'il a avec la littérature, vu qu'au début, on est plus sur des illustrations de couverture de livres, des choses assez simples, et au fur et à mesure, on assiste à un vrai dialogue entre le texte et l'image. Donc, je me doute que vous n'êtes pas forcément très enthousiaste à l'idée de visiter cette exposition. Je pense qu'on a toutes et tous été traumatisés par Guernica en 3e en cours d'histoire de l'art. Voilà. Mais je pense sincèrement que vous devriez aller voir cette exposition pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est une exposition qui est totalement inédite. C'est la première exposition en France, mais aussi au monde, à s'être intéressé à cette facette de l'artiste. C'est la première fois qu'on traite du travail de Picasso en tant qu'illustrateur. Par conséquent, beaucoup d'œuvres ont été dévoilées de manière totalement inédite à l'occasion de cette exposition, et il y a de fortes chances pour que vous ne les revoyiez jamais puisqu'elles sont trop fragiles pour être transportées, donc c'est totalement exceptionnel et il y a de fortes chances pour qu'elles retournent justement dans les caves du musée Picasso. D'ailleurs, en parlant du musée Picasso, en fait beaucoup des œuvres qui sont présentes dans l'exposition ont été prêtées par le musée de Picasso de Paris. Donc ça vous permet d'apprécier le travail de l'artiste dans un cadre qui est bien plus intimiste que le musée Picasso de Paris, qui est vraiment une très grande institution. C'est un bâtiment absolument énorme et il y a toujours vraiment beaucoup de monde. Donc là, vous pouvez l'apprécier. Il y a peu de monde en général si vous y allez en semaine. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'aller à Paris pour aller les voir. Donc c'est quand même un très grand avantage de ce côté-là, je trouve. Surtout, il y a quelque chose de très important à souligner, c'est que l'exposition est accessible même pour les néophytes. Personnellement, je ne suis pas très calée en histoire de l'art, surtout en histoire de l'art contemporain. Alors pardon, je te coupe, c'est quoi néophyte, s'il te plaît? Les noobs, en plus... les personnes... quoi les noobs? D'accord, très bien. Les personnes qui ne connaissent pas... donc du coup, c'est accessible même pour les personnes qui ne connaissent pas nécessairement grand-chose à l'art, en fait. C'est accessible à Donc Et justement, en fait, même moi, j'y connais pas grand-chose en histoire de l'art, mais surtout en histoire de l'art contemporaine, et vraiment, on n'est pas perdu dans cette exposition. C'est-à-dire que les cartels, donc c'est les petites légendes qu'il y a en dessous des œuvres, sont très bien renseignées, avec beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Un peu partout de l'exposition, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des citations de l'artiste qui ont été peintes, et ça permet vraiment de comprendre l'ambiance dans laquelle on se trouve. Et surtout, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que le catalogue d'exposition est disponible un peu partout dans le musée. Donc le catalogue d'exposition, c'est un document, là c'est un livre qui retrace toute l'exposition. Donc là, il est disponible un peu partout. Dans beaucoup de musées, ils ne le font pas, donc c'est quand même 122 pages, mais vous pouvez le feuilleter. Il y a des marque-pages pour vous aider en fonction de l'endroit où vous trouvez l'exposition, donc c'est vraiment très accessible. Et surtout, pour vous aider à avoir une meilleure compréhension de l'artiste et de l'exposition, des visites guidées sont disponibles le samedi pour 2,50 € seulement, ce qui est très peu cher pour des visites guidées de très grande qualité. J'ai pas eu l'occasion de les voir, mais j'ai eu de très bons retours de ces visites, et il y a toujours la possibilité de poser des questions à la fin de la visite. D'ailleurs, en parlant du prix, le prix est extrêmement attractif puisqu'il n'est que de 1 € pour les Tourquenois et les Tourquenoises. Ah ouais. Donc c'est vraiment très peu cher pour les étudiants limités par exemple qui habitent à Tourcoing. Même si vous n'habitez pas à Tourcoing, vous ne paierez que 5,50 € puisque vous êtes étudiant ou étudiante. Et là, je m'adresse surtout aux premières années. Elle est gratuite pour les personnes de moins de 18 ans. Donc c'est vraiment très peu cher. Trop Je vous cool. la conseille vivement. Voilà. Donc C'est j'espère bien. que je vous ai donné envie d'y aller. Bah ouais, c'est bien ça. Moi, ça me fait penser à. C'est comme l'exposition Toutankhamon, où c'est clairement genre, c'est une fois, c'est ta chance, c'est une fois dans ta vie, quoi, parce que ça va retourner en Égypte, ou elle est déjà retournée en Égypte, je crois. Donc là, c'est pareil. Tu l'as faite toi, Caro? Toutankhamon, ouais, j'y suis allée, ouais. Parce que Elle est j'étais vraiment- sur Paris à ce moment-là, du coup, j'ai direct pris mes billets, j'ai sauté sur l'occasion. Bon, après, ça reste le Muba, donc c'est un petit bâtiment, mais justement, c'est ça l'intérêt parce que c'est pas une exposition qui a voulu trop s'étendre sur trop de sujets différents. Là, c'est vraiment Picasso illustrateur, et c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas du tout, des œuvres qu'on connaît pas. Je pense que vous avez peut-être vu la colombe de Picasso, qui est une de ses illustrations la plus connue. Et donc, du coup, justement, il y a toute une section qui est là-dessus et qui explique comment la colombe a pu devenir le symbole de la paix, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment Cool. très intéressant. Donc, même il y a certaines œuvres, même si beaucoup sont inédites, qui sont connues. Donc, vous ne serez pas perdus. D'accord, on va toutes sauter sur l'occasion, du coup. Même les noobs, voilà. Donc, merci Violette en tout cas. Passons maintenant à l'English Allez, let's go. avec Caro. Alors aujourd'hui j'ai choisi une chanson un peu particulière. À chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai clairement des frissons. Je vous présente une chanson pas trop rigolote, je dirais plutôt qu'elle est émouvante. C'est une des chansons de Linkin Park qui parle d'un sujet qu'on pourrait qualifier de lourd. Alors quand on pense à Linkin Park, on peut penser plutôt à ça.
Mais la chanson que j'ai choisie, c'est One More Light, donc c'est parti, but in English, please. They say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. So this song is taken from the latest album of the alternative rock band Linkin Park, released in 2017, and whose album has the same name. So this song was originally written by Egg White and Chester Bennington to pay tribute to a friend of the group who died of cancer. The day before the album was released, Chris Cornell, a well-known guitarist, killed himself. I told you it was not going to be all sunshine today. So the members of Linkin Park then decided to dedicate One More Light to these two people whose lives have been taken away. The chorus of the song, accompanied by an acoustic tone with just the guitar and the piano raising the singer's voice, it confronts us with the reality of losing someone in a world where more than 7 billion hearts are beating. Objectively, one could say that a death is not significant, but the reality is that there is always someone who is suffering and who cares about this death. It is here to remind us that every life is important and that every life matters. In addition to this, the song can echo suicide and aspires to say that the early loss of a loved one leads to anger and also misunderstanding. So after the release of the album and this song, Linkin Park went on tour. But on July 20th, 2017, Chester Bennington, the singer of Linkin Park, a friend, a father of 4 children, and a beloved husband, took his life away by hanging. The singer had been suffering from severe depression for many years, and he had mentioned this case several times in the tabloids and in particular during his last interview. To this day, this song is like an alarm call. Even if it is about death, the song can remind us that it is important not to neglect anyone and that every heart beating on this planet is important. So in the song, the millions and even billions of stars in the sky represent these people who left too early, and for the last time, the singer Chester Bennington wanted to remind them that in a person's eyes, these people actually mattered. It's a very beautiful and powerful song that closes the darkest chapter of the band's history, without a doubt. That's it for today, guys. I really hope you liked it. Check out the lyrics, and once again, please pay good attention to the lyrics. They're beautiful and powerful, and I promise you that next week's song is gonna give you goosebumps, but in a total different way. J'ai fait un truc chelou. Je suis assez d'accord avec toi sur ce que t'as dit, en anglais du coup, mais faut vraiment faire attention aux paroles, et puis c'est aussi un bon moyen d'apprendre des nouveaux mots et d'enrichir son vocabulaire. Enfin perso, moi c'est ce que je fais toujours. Voilà, petit conseil de Nat quoi, c'est gratuit. Ok, bon, il me semble que c'est l'heure du coup de cœur des girls. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, les 3 coups de cœur, c'est Nina, Caro et puis moi aussi. Voilà, j'avais un petit coup de cœur cette semaine, donc voilà, allez. Je me fais plaisir. Vas-y Nina, c'est à toi. Donne tout. Alors, moi j'ai eu un coup de cœur cet été en écoutant l'émission de Léa Salamé qui s'appelle Femmes puissantes. Déjà, je suis intéressée par savoir quelle est votre définition d'une femme puissante. À chaud comme ça, c'est compliqué, mais... moi, je dirais une femme indépendante, déjà. Une femme libre qui a du pouvoir. Une femme qui sort des cadres et qui s'en fiche. Et qui est charismatique, quand même. Ouais. Exactement. Du coup, pour Leïla Slimani, qui est la gagnante du prix Goncourt 2015, je crois, sa définition d'une femme puissante, c'est une femme qui n'a pas peur de déplaire. C'est trop intéressant, je suis trop d'accord. Ça va devenir mon mood de vie à partir de maintenant. C'est trop bien. Je vais me le faire inscrire dans la chair. D'accord. Extrêmement ce que tu veux. Genre, on essaye toujours de plaire aux gens, je trouve, d'être lisse, de pas trop faire les meufs chiantes. D'autant plus que je trouve que, à plus forte raison, quand on est une femme, bien plus que quand on est un homme, vu qu'on est dans une société patriarcale, on nous a enseigné à être petite, agréable, discrète, légère, souriante. D'aider les autres avant de s'aider Et même si on n'est pas toutes comme ça, on nous a quand même
enseigner à faire ça. Et une femme qui essaie de faire bouger les lignes choque plus qu'un homme qui fait bouger les lignes, je trouve. Ouais, mais si je peux rebondir là-dessus, après ça dépend parce que je trouve ça c'est un peu dénigrant envers nos parents. Enfin, par exemple, moi je ressens pas du tout ça. Tu vois, genre moi on m'a pas éduquée à être Mais pour moi, c'est pas discrète. Tu c'est vois. pas une histoire d'éducation dans le sens où une nos question de parents. Non. C'est la société. Ouais, c'est plus la société, société, en tu vois, c'est les codes, en fait. Ouais, les codes de je société. suis d'accord, c'est les d'accord, médias, mais moi, c'est je les l'ai- pères. enfin, Peut-être que j'ai toi, jamais t'as pas perçu été éduqué quoi, comme genre, ça, et heureusement. Mais Ouais. de manière générale, c'est encore ce que Ouais, bien ce sûr, qu'on bien sûr. attend. Bien sûr. Mais du coup, pour Leïla Slimani, en fait, je vous parle d'elle parce que l'émission fait son portrait, en fait, ça dure 1 heure. Le fil rouge de l'émission, c'est le féminisme, mais ça va au-delà. C'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, pour Leïla Slimani, elle a grandi au Maroc. Au Maroc, c'est différent de la France. Les garçons sont plus favorisés par rapport aux filles, notamment pour des questions d'héritage. Il y a plein de sujets comme ça qui fait qu'au Maroc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce point-là. Il y a des moments assez émouvants dans cette émission quand elle parle de son père qui était ministre au Maroc et il a été impliqué dans un scandale de corruption à tort. Il a dû arrêter de travailler et c'était un déshonneur total pour lui et surtout aussi pour sa famille parce que l'honneur de la famille passe avant l'honneur individuel. En fait, à l'arrivée du roi Mohamed VI, le roi a entamé une moralisation de la vie publique. Et donc, son père a été emprisonné à ce moment-là. Et en fait, quand il est sorti de prison, il est mort de tristesse. Donc voilà, il y a des moments émouvants qui rythment un peu l'émission. Mais il y a aussi, au niveau du format de l'émission, je trouve que, comme c'est une émission de France Inter, la musique a une place de choix. Et elle est rythmée par des chansons choisies par des invités. Donc c'est l'occasion de découvrir pas mal de choses. Et c'est un vrai coup de cœur pour moi parce que Leïla Slimani, c'est une personnalité qui m'intéresse beaucoup et qui m'inspire. Et j'ai envie un peu d'avoir la liberté qu'elle-même essaye de transmettre. Je pense qu'on essaie toutes d'être C'est beau. un peu Leïla Slimani. Et puis même Léa Salamé, je trouve Ouais, que oui. celle qui présente, c'est aussi une figure importante du féminisme. Carrément. Quand tu parlais de femmes fortes, pour moi Léa Salamé, c'est Elle un est exemple, quoi. percutante, Ouais. elle s'impose et tout. Même dans le milieu journalistique, voilà, c'est une figure emblématique. Ouais, c'est clair. Voilà, J'avoue avoir plus de mal à la télé avec elle qu'à la radio. À la Ouais. radio, je l'apprécie beaucoup. Mais je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Peu importe. Ah ouais, ce non, mais que- c'est sûr. Après, Enfin, c'est peut-être. Voilà, moi je Ouais. suis pas super fan, mais à la radio, je l'aime beaucoup. Et bizarrement, à la télé, Qu'est-ce qui dans change les entre les deux, émissions. je pense. c'est peut-être après le média que t'aimes moins. Oui, Enfin, la ça. télé, c'est. Peut-être que t'es Ouais, avec peut-être. Jean-Luc. Après, moi, je l'ai découvert dans On n'est pas couché. On n'est pas couché. J'ai après, trouvé que c'est ça un avait peu- pas c'est vraiment un une rôle, bonne le image problème, d'elle. je tu pense vois. que c'est plus le L'émission. format. Et là, le fait l'émission, qu'elle soit arrivée ouais. sur France Inter, Elle est enfin, toute ça fait seule, un en bout de fait. temps maintenant, Oui, mais le fait mais- qu'elle soit arrivée sur France Inter et tout, j'aime beaucoup. Enfin, ça, je préfère en tout cas. D'accord, je comprends. Mais oui, en tout cas, le podcast que tu présentes, je le connaissais déjà et c'est aussi un de mes coups de cœur. Et d'ailleurs, si tu me permets de rebondir là-dessus, Bien sûr. un peu dans la même vibe, et je crois que tu l'écoutes aussi, il y a le podcast La Poudre, présenté Ouais. par Lorraine Bastide et qui est disponible sur Spotify et sur les autres applications de podcast, qui est produit par Nouvelles Écoutes. On devrait se faire sponsoriser, quoi. Genre. Et à ce sujet, elle fait des portraits, elle aussi, de femmes qui sont fortes, des femmes qui sont créatrices et qui sont autrices aussi. Et à ce sujet, si jamais je devais vous conseiller une seule émission, ou plutôt une série d'émissions, c'est la série d'émissions qu'elle a fait autour de l'idée de la sorcière, qui est une figure fondamentale de la culture féministe, notamment une où elle a invité Mona Chollet, Ah bah justement, elle a Grande écrit un livre sur prêtresse, ça. bien sûr. Mona Chollet, ouais. Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que je vous conseille vivement et que j'ai lu pendant tout mon mois de mai l'année dernière. Et voilà, donc je vous conseille vivement cette émission qui est vraiment passionnante et qui est vraiment dans la même vibe que Femmes puissantes et qui est très qualitative. Vive les femmes fortes. Ok. Du coup, ça y est, je me lance pour mon premier coup de cœur, moi. C'est une première. Alors moi, les filles, je vais vous parler d'un livre, un petit peu de lecture. Non, ça tu fait du lis bien. Oui, je lis, j'adore lire en plus. Ok, donc est-ce que vous connaissez l'auteur Joël Dicker? Oui. Bon, si vous aimez lire, je pense que vous connaissez, c'est une petite base dans le milieu. Je vais dire oui, pour pas passer pour une idiote. Alors, c'est un auteur suisse qui a publié en 2012 un livre qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber.
Ça a été un grand coup de cœur pour moi et aussi pour beaucoup de monde, je suppose, puisqu'il a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier et traduit dans plus de 40 langues. Donc on est sur du gros niveau d'auteur là. Donc ce livre, il a aussi reçu la même année de la parution le Grand Prix du roman de l'Académie française ainsi que le prix Goncourt des lycéens. Donc du coup, c'est aussi assez accessible. Enfin nous, par exemple, voilà, on est carrément la cible de l'auteur, quoi. Alors, donc l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, elle se passe aux États-Unis. On suit la vie d'un jeune écrivain qui s'appelle Marcus Goldman, qui connaît une gloire énorme suite au succès de son premier bouquin qui vient de sortir. Et tout le monde attend son deuxième livre. Tout le monde attend « Ah, Marcus Goldman, c'est quand qu'il sort son deuxième livre ?» tout ça. Sauf que Marcus Goldman, il est en totale panne d'inspiration. Voilà, il a la page blanche. Et du coup, en fait, il décide de se ressourcer chez son ami et mentor, Harry Kéber, donc qui est un petit peu plus âgé que lui, qui était son professeur à l'université. Et en fait, quand il arrive, Marcus, quand il va voir son ami, et ben en fait, son ami est arrêté devant ses yeux et il est accusé d'avoir tué une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Nora Kellergan, qui avait disparu il y a plus de 20 ans. Sauf qu'en fait, il est accusé de son meurtre parce que son corps est retrouvé dans son jardin. Donc dans le jardin de Harry Kéber. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça crée quoi ? Ouais. Du coup, ça crée des ennuis, forcément. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu l'énigme du roman. Je rappelle, c'est un roman policier. Donc voilà, on est dans des mystères, des retournements de situation, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a des fausses pistes. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré avec ce livre, c'est qu'en fait, l'auteur, il joue clairement avec nos nerfs. Donc d'un côté, c'est hyper frustrant, mais de l'autre, en fait, on n'a tellement pas envie que ce livre, il se termine. À chaque chapitre, en fait, tu te dis, bon, allez, je fais encore un chapitre et je vais me coucher. Mais en fait, à la fin du chapitre, tu te dis, non, je suis obligée de savoir la suite. Et en fait, c'est un cercle vicieux comme ça, et on déteste Joël Dicker, en fait, de nous emmener dans des fausses pistes, et en même temps, on adore ça, en fait. Enfin, moi, perso, j'ai adoré. Voilà. Bisous, Joël. Donc, en fait, c'est une enquête. Donc, oui, je suis d'accord. Bon, moi, là-bas, je suis pas très fan des enquêtes. Ça m'énerve un petit peu rapidement. Et là, pour le coup, c'est hyper bien fait. C'est loin des clichés du genre aussi. Il y a une atmosphère qui est hyper, je trouve, fraîche. Genre agréable, un peu douce, je sais pas, j'aime bien. Les personnages, ils sont hyper attachants, ils ont des parts d'ombre, c'est pas des personnages archétypaux, voilà, avec la pam-pam girl, voilà, enfin c'est vraiment, c'est hyper bien fait. Et puis on est plongé dans deux époques, on a d'un côté l'époque où se passe l'histoire, et puis on a le flashback entre 20 ans en arrière avec Nora Kellergan, et puis voilà, on apprend plein de choses sur tous les personnages, sur les liens qu'ont les personnages dans le passé. Enfin, voilà, donc je rappelle, le livre, du coup, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et je voudrais terminer mon coup de cœur en incorporant une citation, voilà, que j'ai trouvé vraiment hyper vraie, quoi. Donc c'est une citation de Marc Fumaroli, du coup de l'Académie française, qui dit « On n'en sortira qu'épuisé et ravi par le jet continu d'adrénaline littéraire que le narrateur n'a cessé d'injecter dans nos veines. » Et c'est bien elle, toi. Ouais, mais en vrai, quand j'ai vu cette citation, je me suis dit, mais c'est exactement ça ce que j'ai ressenti, en fait. C'est vraiment de l'adrénaline, c'est ça, quoi. Donc voilà, après, bon, d'un point de vue un petit peu pratique, il faut savoir que ce livre est assez long, il fait plus de 800 pages. Donc bon, il faut avoir une petite déterre pour le commencer, mais en fait, le plus dur, je pense que c'est de le commencer, parce qu'après, on s'arrête pas. Donc si vous voulez commencer, le commencez pas pendant les partiels, c'est pas top, quoi. Mais là, c'est bientôt les vacances, donc foncez. Voilà. Ça m'a grave donné envie. Ah, franchement, c'est trop bien. Et si éventuellement on n'a pas trop le courage de lire 800 livres, enfin, oh putain, 800 livres. putain. Et si éventuellement vous n'avez pas le courage de lire 800 pages, ce qui peut se comprendre, il me semble que TF1 avait diffusé justement la série La vérité sur l'affaire. Ouais, d'accord. Et c'était avec Patrick Dempsey, a.k.a. Dr Mamour. Ouais, dans Grey's Anatomy. Exactement. Ouais. Donc il me semble que c'est en 10 épisodes de 55 minutes. Donc si vous êtes beaucoup plus série, vous pouvez regarder aussi l'adaptation. Oui.
Il est peut-être aussi disponible en audiobook, on ne sait pas. Sûrement, je On pense. n'a pas les infos, il a on cherche à notre été place. 5 millions d'exemplaires, je pense que ouais. Oui, en 40 langues. On Ouais, va pas faire un 40 audiobook, il langues. y a peu de chance. Donc voilà, foncez. Ah oui, et Caro, c'est quoi ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur. Pour mon coup de cœur, on va se diriger sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc, prenez vos portables, vos ordinateurs. Vous ouvrez Facebook, ouais. Vous ouvrez Instagram aussi, peut-être, et vous tapez Humans of New York. Donc ça, c'est mon coup de cœur. C'est une page Facebook. Est-ce que vous la connaissez, les filles? Non. Pas du Ouais. Je connais pas. Non, ah bah faux. C'est une page Facebook qui regroupe aujourd'hui plus de 18 millions de personnes. Cette page Facebook, elle a été lancée en septembre 2010 par Brandon Stanton. C'est un Américain qui, en fait, du jour au lendemain, s'est fait virer de son travail dans la banque à Chicago et qui a décidé de partir donc de Chicago pour s'installer tout simplement à New York, the city of dream. Avec un seul objectif, raconter des histoires à travers des portraits de New-Yorkais pour montrer la diversité du monde. Il avait un seul objectif, c'était de faire 10 000 portraits. Donc Humans of New York, c'est un portrait, une histoire. Brandon Stanton ne connaît pas les personnes qu'il interviewe, il va simplement vers eux dans la rue et les gens se livrent plus ou moins à lui. C'est aussi simple que ça, on va dire. Mais ce qui a fait le succès de cette page, c'est son authenticité et l'envie pure et simple de partager avec le monde les histoires des habitants de cette planète. Donc, bien sûr, cette success story n'a pas vu le jour en une nuit, mais il a fallu du temps à Stanton pour que le monde s'arrête un instant sur ses portraits. Aujourd'hui, Humans of New York, c'est aussi 3 livres inscrits au New York Times Best-Seller, donc c'est pas rien. Et c'est une énorme communauté sur les réseaux sociaux qui a fait bouger les choses. Donc plusieurs fois, la communauté, elle s'est soulevée pour lever des fonds, pour aider des personnes malades, pour aider des personnes à réaliser leurs rêves, à trouver un travail. Donc c'est vraiment incroyable. Certaines histoires nous font rire, mais d'autres nous font vraiment pleurer. Comme des madeleines, j'ai envie de dire. C'est très cru, c'est sans filtre, les gens se livrent beaucoup. Et durant une interview en 2014, le photographe, il a évoqué comment les histoires de ces gens peuvent parfois aussi choquer, parce que c'est tellement cru que ça parle de crime, ça parle de drogue et autres sujets de la sorte. Donc il dit quelque chose que je trouve très intéressant et qui mérite d'être réfléchi en parlant des gens qui peuvent être violents ou ayant commis des graves délits, par exemple. Et ben en fait, le photographe, il dit que les gens, finalement, parlent. Les gens s'expriment de la même façon que, par exemple, leurs parents. Et que pour eux, c'est presque normal d'agir comme ça, car ils ont vécu ça. Ils ont toujours vu ce comportement et donc l'ont certainement généralisé. Pour eux, c'est vraiment normal. Et ça, en fait, ça a complètement changé ma vision des choses sur de tels sujets. Et donc, ma vision des gens et de leurs actes. Après, bien sûr, je tiens à dire que tout n'est pas excusable, hein, évidemment, mais ça pousse à réfléchir à 2 fois, je trouve, et je pense que c'est intéressant d'avoir son propre avis sur cette réflexion, finalement. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est donc la page Facebook, Instagram, voilà, vous pouvez retrouver cette page sur à peu près tous les réseaux, Humans of New York, et on vous mettra le lien de la page Facebook et Instagram en barre d'infos. Et n'hésitez vraiment pas à aller lire les portraits, parce que ça vaut le détour. C'est en anglais, certes, mais c'est facile, et comme ça, ça vous fera réviser, j'ai envie de dire. C'est impressionnant comment il arrive à faire parler les gens. Les gens arrivent à se confier comme ça à lui, j'aimerais bien ça. Ouais, Mais c'est anonyme ou pas? Alors, on n'a pas les prénoms, par exemple, des gens, Ouais. la plupart du temps, mais alors, les portraits, ça peut différer. Il y en a qui veulent pas, par exemple, qu'on voit leur tête, leur visage, ouais. Donc, par exemple, il prend des mains, il prend le portable, un livre, enfin voilà, il va trouver quand même quelque chose pour illustrer l'histoire de la personne. Et parfois, la plupart du temps, on a le portrait de la personne. Et par exemple, quand c'est une histoire poignante ou autre, on va avoir la personne qui est très émue. On peut le voir dans ses yeux et c'est encore plus poignant, quoi. C'est vraiment dingue. Moi, je la connais depuis 2012, je dirais. Et j'adore vraiment. J'ai acheté un de ses livres et tout. Et c'est vraiment top. C'est super. Je trouve que c'est une super initiative d'avoir fait ça. Ça a l'air tellement cool, mais je suis dégoûtée parce que ça fait 4 ans que je suis en train de développer ce projet toute seule dans mon coin et en fait c'est un truc. Non, mais il y en a millions plein. Mais oui, Du coup, non, je suis mais. dégoûtée, je pense. En fait, dans toutes les villes, maintenant, t'as un Humans of Caen, t'as un Humans of Lille, tu vois, enfin, c'est. Humans of Quimper, peut-être. Voilà. Et du coup, je suis un peu dégoûtée, mais je suis très contente de savoir que quelqu'un a fait son autre bien mieux que moi. Ouais. Oh, merci Caro pour cette découverte de page. Du coup, on va passer à la Minute Nerd avec Nina. Alors, aujourd'hui, on va parler de deepfake. Je sais pas si vous connaissez les filles. Enfin, faut que j'arrête de dire ça, c'est trop chiant. Aujourd'hui, on va parler de deepfake. C'est la version supérieure des fake news, en fait. C'est une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle.
permet de superposer des images et des vidéos existantes sur d'autres images et d'autres vidéos. Par exemple, on peut changer le visage d'une personne sur une vidéo et la faire parler à la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, on peut faire dire à Emmanuel Macron des paroles qu'il n'aurait absolument pas prononcées. Et c'est là qu'on voit un petit peu les dangers de cette nouvelle technologie. Récemment, Twitter et Facebook ont pris des mesures pour agir contre ce fléau, notamment en vue des prochaines élections américaines. Mais devinez quelle est la première industrie qui a utilisé le deepfake ? C'est la pornographie. Exactement. Trop fort du Je vais pas du tout dire ça. Parce qu'en fait, j'ai vu un reportage là-dessus, bref. Ah d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. La pornographie, donc oui, c'est ça, c'est pour remplacer le visage des actrices ou des acteurs, mais surtout les femmes, par des visages de célébrités, ou faire ce qu'on appelle du revenge porn, c'est-à-dire un ex-partenaire qui décide d'humilier son ex en publiant des vidéos explicites, avec souvent des renseignements sur la personne, comme les liens de ses réseaux sociaux par exemple. On voit comment cette technologie peut être particulièrement nocive. Et elle est particulièrement dangereuse, comme je le disais, en politique. Jordan Peele, un humoriste américain, a montré les dangers de l'hypertrucage, c'est la traduction française de deepfake, en créant une fausse vidéo de Barack Obama faisant une annonce publique. Il y a aussi plein d'applications qui sont en train de se développer, comme Zao, une application qui fait beaucoup de bruit. C'est une application chinoise qui a fait beaucoup de bruit à son lancement en septembre 2019. Et je vais juste finir ma chronique en citant Vincent Nozick, qui est maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. De nouveaux deepfakes commencent à sortir, des deepfakes qui n'ont pas besoin d'une base d'entraînement énorme, parfois une seule image suffit. Donc quelques images sur Facebook pourraient suffire à avoir une base de données suffisante pour pouvoir faire des deepfakes. Donc n'importe qui peut faire ça. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une émission sur France Culture qui s'appelle La méthode scientifique, qui est très intéressante. Ça fait hyper flipper, voilà. Et juste, c'est pas le site Action qui a utilisé ça pour leur dernière campagne avec Donald Trump? En fait, c'est avec Solidarité SIDA. Ah, c'est Solidarité SIDA, ok. Qui a utilisé l'image de Donald Trump, où Donald Trump disait Ouais. on a trouvé une solution pour le sida, on a le Ouais, traitement. que le sida avait été éradiqué, ouais. Ouais, et cette campagne, pour le coup, est pas très bien passée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. En gros, on reprochait à Solidarité SIDA d'utiliser un homme politique pour quand même un fait assez... C'est une pandémie mondiale, quoi. Oui, sujet assez sensible et voilà. Et ben moi un j'ai peu trouvé ça compliqué. intelligent, sachant que c'est le roi des fake news. Donc Bon, après, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont cru que Donald Trump l'avait vraiment dit et se sont juste moqués de lui sans comprendre que c'était une campagne de com. Donc Et puis ils ont dit très très tard, pas pour le coup, que c'était 45 secondes après le début de la vidéo, que c'était une deepfake, quoi. Ouais. Ils auraient dû l'annoncer tout de suite. Parce que du coup, ça a été cuté et recuté et recuté. On a gardé que les phrases et citations et finalement, c'est passé sur toutes les chaînes de télé. Enfin bref. Ok. Merci Nina en tout cas pour de rien, ces écoute. informations qui font paniquer. Bon bah maintenant c'est mon tour, je vais vous parler de l'horoscope. Et bonne nouvelle puisque c'est bientôt les vacances. C'est vous la voyante? Ah oui, c'est moi. Est-ce que vous ressemblez plus à ma tante Claudine qu'à Madame Irma? C'est enfin le moment de se blottir confortablement dans sa couette et d'hiberner toute la semaine devant une bonne série. Alors j'espère que vous avez Netflix. Bien Yes. sûr. Si Évidemment. c'est pas le cas, il est temps de l'installer, hein, surtout qu'il propose des mois gratuits ou sinon bon, tu piques le compte de ton pote, hein, on a tous ce pote, là c'est moi évidemment. Ok, donc du coup je te dévoile la série qui est faite pour toi selon ton signe astro. Alors pour commencer, les béliers. Le bélier, il aime par-dessus tout l'action. Donc évidemment, il lui faut un truc, il aime quand ça bouge, quand ça explose de tous les côtés, et il veut pas qu'on s'ennuie, quoi. Donc pour le bélier, je te conseille la série El Chapo, ou Narcos, des séries bien violentes, avec de l'action, des trafics de drogue et des gros biscottos. Un bon combo pour se détendre. Taureau. Le taureau, il est terre à terre. Il aime les séries réalistes, loin des clichés, des fictions et des rêves. Donc tu peux aller mater le tout nouveau film de Kerry James sur Netflix qui s'appelle Banlieusard, qui retrace la vie de 3 jeunes de cité qui essaient de s'en sortir. Donc c'est un film de fiction certes, qui montre la difficulté de vie en cité et la réalité de la vie. Gémeaux. Le Gémeaux, il a la joie de vivre, mais c'est aussi le profil le plus communicant de tous les signes. Alors la série française 10% Ouais. est faite pour le T'es Gémeaux. forte, hein. T'es Gémeaux en plus, c'est trop cool. Ok, C'est trop bien. ok.
une série qui te fait découvrir le quotidien de 4 agents de stars qui se battent pour trouver les meilleurs rôles pour leurs clients. Avec un casting prestigieux, installe-toi confortablement et regarde cette série à l'humour décalé qui régalera toutes tes soirées. Et en plus, c'est vraiment l'un de mes dream jobs. Donc franchement, t'es Ah forte. ouais Ah, de fou. Ok. Parce qu'elle est astrologue. Cancer. Le cancer, c'est le petit sensible de la bande. Évidemment, son péché mignon, c'est les séries à l'eau de rose. Un truc bien mignon et rempli d'amour. Alors ça tombe bien, sur Netflix, il y a la série Plan Cœur, une série française à la fois comique et romantique qui te fera rêver du prince charmant. Et ça tombe bien puisque la saison 2 vient de sortir sur Netflix. Et le prince charmant est un pute. Voilà, c'est mon but. Lion. Ah, les lions, des personnalités fières et charismatiques. Comme Lucifer, le personnage de la série du même nom. Je suis pas en train de comparer les lions à Lucifer. Donc bon, la différence entre du coup, c'est que c'est un diable qui descend sur la terre pour se venger. Une série qui mène surnaturel, amour et enquête pour une soirée Netflix réussie. Vierge. La Vierge préfère la fiction à la réalité. Pour elle, les séries servent à s'évader. Alors, prêt à voyager dans un monde surnaturel ? Stranger Things, ça te dit quelque chose ou pas ? L'histoire de gamin qui voit des choses un peu flippantes. Sensation forte garantie. Balance. La balance a souvent plusieurs facettes. Elle peut se montrer très douce comme très dure. Alors, il y a une série italienne qui s'appelle Baby, je sais pas si vous connaissez, sur Netflix, qui raconte la rencontre entre une fille assez sage à la base, des beaux quartiers, et puis une fille un petit peu plus dévergondée, qui s'embarque dans des histoires plutôt dangereuses, voire carrément illégales. Donc cette série, elle est évidemment loin des clichés, elle est assez réaliste, elle traite en tout cas de sujets assez réels, et elle intéressera volontiers une balance en panne d'idées de série. Scorpion. Le scorpion est mystérieux, il aime être dans sa bulle. Assez solitaire, il n'aime pas les séries trop clichés à l'eau de rose. Alors, en ce mois d'Halloween, pourquoi pas se faire peur en regardant Bates Motel. Cette série s'inspire de l'ambiance flippante du film d'Hitchcock, Psychose. Personnages ambivalents, atmosphère lourde et dérangeante, tout est réuni pour passer une super mauvaise nuit à flipper au moindre bruit du radiateur. Ok, Sagittaire. Les Sagittaires s'adaptent facilement à tout. Ils n'aiment pas s'arrêter à un style en particulier, il est ouvert à beaucoup de choses. La série How to Get Away with the Murder, ou Murder, c'est peut-être plus simple. C'est une série qui mélange enquête, drame, romance, mystère, tout à la fois. L'histoire de Murder, c'est 4 étudiants en droit qui se retrouvent à faire un stage avec une grande avocate et professeure de leur université. Problème, ils se retrouvent mêlés à une histoire de meurtre et vont devoir prouver leur innocence. Cette série est totalement addictive et prépare-toi à faire des nuits blanches pour savoir qui est le tueur. Capricorne. Capricorne, il est attaché au classique et il préfère rester souvent dans sa zone de confort. Un must-have de la série pour le Capricorne ? Peaky Blinders, une série britannique phare qui s'impose désormais comme un classique qui raconte l'histoire d'une famille de criminels surnommés les Peaky Blinders qui ont la main mise sur la ville de Birmingham pendant l'entre-deux-guerres. Une série particulièrement intéressante pour la qualité visuelle, mais aussi la qualité du jeu d'acteur qui plaira sûrement aux Capricornes. Verseau. Le Verseau, c'est un petit rebelle qui refuse toujours de faire comme tout le monde. Il est assez attaché à sa liberté. Un truc qui terrorise les Verseaux, les trucs apocalyptiques, les trucs dérangeants qui dénoncent un mauvais présage pour l'avenir. C'est le cas de Black Mirror, une série dystopique qui dénonce notre addiction aux écrans et qui montre les limites des nouvelles technologies. Donc Verseau pour Halloween, tu sais comment te faire peur. Et enfin, les poissons. Les poissons sont de grands rêveurs. Dans les séries, ils aiment qu'on les fasse rêver. J'ai une série espagnole à te proposer pour toi, les poissons. Il s'appelle Élite. Une série qui raconte l'arrivée de 3 étudiants boursiers dans une grande école élitiste espagnole. Dès le premier épisode, nous apprenons la mort d'une élève. À travers des flashbacks, nous retraçons toute l'histoire de ces élèves entre amour, haine, trahison et argent. Les personnages sont attachants et variés, où chacun peut y trouver son compte. À regarder d'urgence sur Netflix. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées pour combler vos grands moments de solitude. En ce mois de novembre. Voilà, si vous savez pas quoi faire, j'espère que ça vous a donné des idées. Voilà. Ok, top. On passe maintenant au jeu concours. Let's play Bamboozled. Alors, comme chaque quinzaine dans notre émission Commérage, tentez de remporter le fameux paquet de bonbons. Alors, comme d'habitude, rendez-vous sur notre Instagram, @commonair, et répondez à la question suivante sous notre dernier post.
quel était le coup de cœur de Natacha ? Voilà, on vous attend nombreux, s'il vous plaît, sur notre Instagram. Je vous en pitié, participez, un paquet de bons, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même cool. Voilà, faut jouer le jeu, les gars, s'il vous plaît. Merci. Et on vous attend nombreux. Eh bien, merci à toutes les filles pour cette émission. Du coup, c'est la fin de notre émission, de notre épisode 3. On espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, si c'est le cas. Et on se retrouve du coup après les vacances pour notre 4e épisode de Commérage. Ciao, ciao, ciao! I heard you a freak too. That is a blooper right there. That is for you, people. Puisqu'on va parler de hockey. Ok. Excellent. En vrai, c'est drôle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que... Voilà. Ah ouais. Ah, de fou. En plus, ouais. Cette semaine comme... non, mais si je dis cette semaine comme chaque quinzaine, ça va pas le faire, Caro. Ah ouais. Enfin, le moment de se blottir dans sa couette et d'hiverner. Hiberner ou hiverner ? Hiberner. Ouh là là. Ok. Faut faire attention aux paroles, je suis assez d'accord. Et De nouveaux deepfakes commencent à sortir, des deepfakes. Oh, c'est chiant. je suis une L, moi. On s'en fout. Cette phrase est très longue. C'est cool.